On dit que le Moyen-Âge fut un âge de foi, un âge de rois et de châteaux, de chevaliers et de cathédrales. Mais cachée sous cette image étincelante de bannières et de vitraux, se trouvait une autre facette de l'histoire, plus sombre, plus cruelle et bien plus terrifiante. Un monde où le châtiment ne concernait pas seulement la justice, mais la peur, où l'exécution n'était pas rapide, mais lente, délibérée et conçue, pour que la souffrance de la victime serve d'avertissement à tous les spectateurs. Et dans ce monde, un dispositif se distingue par-dessus tout, un dispositif si redouté, si sinistre, que son nom même résonne de terreur. La Vierge de fer. Ce n'était pas juste un objet, c'était un symbole de douleur, de pouvoir et de l'imagination impitoyable de l'humanité. Pour les condamnés, ce n'était pas la mort qu'ils craignaient, mais le chemin qui y menait. Alors, bienvenue dans l'une des histoires les plus sombres de l'histoire humaine. Et avant de nous plonger dans ce récit glaçant, assurez-vous de vous abonner, car dans cette série, nous déterrons les instruments de torture les plus terrifiants que le monde ait jamais connus. Ce que vous êtes sur le point d'entendre vous secouera, vous troublera et vous accompagnera longtemps après la fin de l'histoire. Maintenant, ouvrons les portes de fer. Imaginez-vous sur une place de ville médiévale. L'air est lourd de la fumée des torches. La foule est agitée, murmurante, se pressant, avide de spectacle. Des soldats se frayent un chemin à travers la foule, traînant un homme enchaîné. Son visage est pâle, ses yeux écarquillés de terreur. Devant lui se dresse une structure qui ressemble à un cercueil, haute, de forme humaine et entièrement forgée dans du fer noir. Sa surface scintille froidement à la lumière des feux, décorée de gravures sinistres, parfois même peintes de visages de saints, comme si elle se moquait de l'idée même de salut. L'homme trébuche, mais les gardes le traînent plus près. Un grincement emplit l'air, alors que les portes du cercueil s'ouvrent, et la foule halète. À l'intérieur, la Vierge de fer révèle son terrible secret. Des rangées de pointes acérées tapissent l'intérieur. Elles scintillent à la lumière des torches comme des crocs prêts à mordre. Les pointes sont soigneusement placées, non pas pour transpercer le cœur ou la tête d'un seul coup, mais pour s'enfoncer dans les épaules, les bras, les jambes. Gardant la victime en vie, piégée dans une étreinte d'agonie lente. Ce n'est pas une exécution, c'est du théâtre, un théâtre de la souffrance. La victime est forcée à l'intérieur. Ses cris emplissent la nuit, alors que les bourreaux referment les portes de fer. Avec un dernier tintement qui résonne, les pointes s'enfoncent dans sa chair. Pas assez pour tuer, pas encore, mais assez pour faire de chaque souffle, de chaque spasme, de chaque battement de cœur, une torture en soi. La foule frissonne, mais personne ne détourne le regard, car ce n'est pas seulement un châtiment, c'est un avertissement, une démonstration de ce qui arrive à ceux qui défient la loi, l'Église ou la volonté du souverain. La Vierge de fer n'est pas l'étreinte de la mort, c'est une moquerie de la vie elle-même. Et pourtant, la véritable histoire de la Vierge de fer est plus complexe que ne le suggère la légende. Était-ce vraiment un dispositif médiéval ou une invention plus tardive, exagérée par des historiens avides d'horreur? C'est le mystère que nous sommes sur le point de démêler. Car derrière ce sinistre cercueil de pointe se cache un récit de mythes, de peurs et des recoins les plus sombres de l'imagination humaine. L'ombre de la Vierge de fer s'étend profondément au cœur de l'imagination médiévale, mais ses origines sont enveloppées d'incertitudes, de mythes et d'un voile de récits contradictoires. Certains disent qu'elle fut vue pour la première fois dans la ville allemande de Nuremberg à la fin du XVe siècle, une invention sinistre créée autant pour terrifier que pour punir. D'autres remontent le concept plus loin, le liant à des idées antiques d'enfermement de victimes dans des chambres à pointe ou des engins métalliques conçus pour prolonger la mort. Ce qui est certain, c'est ceci. Qu'elle soit née du fait ou de la légende, la Vierge de fer est devenue un symbole de cruauté,
que l'esprit humain était d'une manière troublante capable de concevoir. À Nuremberg, une ville connue pour sa justice sévère et c'est ce spectacle public, il existe des documents datant de 1515 décrivant un dispositif similaire à la Vierge de fer. Des chroniqueurs ont écrit sur une femme qui avait volé un objet en argent et fut exécutée dans un engin tapissé de pointes. Pourtant, lorsque les historiens examinent attentivement, ils trouvent quelque chose de troublant. Aucun manuscrit médiéval, aucun registre officiel du Moyen-Âge proprement dit, ne confirme l'utilisation active de la Vierge de fer. C'est comme si l'appareil était souvenu non pas pour ce qu'il était vraiment, mais pour ce que les gens voulaient croire. Une légende d'une torture si horrible qu'elle ne pouvait appartenir qu'à un âge sombre. L'idée d'enfermer une victime dans une chambre ressemblant à un cercueil est bien plus ancienne que Nuremberg. Certains désignent les Grecs anciens, où le tyran Phalaris d'Akragas aurait créé le taureau de bronze, une statue creuse en bronze dans laquelle les victimes étaient rôties vives. D'autres rappellent des récits du Moyen-Orient où des rois cruels concevaient des chambres tapissées de clous à Cérès, conçues non pas pour une mort rapide, mais pour un tourment sans fin. Au moment où l'Europe médiévale émergea, ces idées pourraient avoir fusionné, donnant naissance au mythe de la Vierge de fer, en partie cercueil, en partie scène d'exécution et en partie cauchemar. L'un des récits les plus célèbres provient du XVIIIe siècle, lorsque des érudits ont redécouvert une Vierge de fer dans le musée de Nuremberg. Ils la décrivirent avec des détails glaçants, notant les pointes à l'intérieur, les lourdes portes de fer et les exécutions supposées qui s'y déroulaient. L'objet était exposé à des visiteurs horrifiés qui colportèrent des récits de sa cruauté à travers l'Europe. Mais les historiens modernes pensent que cette Vierge de fer pourrait avoir été une reconstruction, un sarcophage médiéval équipé de pointes à une période ultérieure, destiné non pas à être un dispositif fonctionnel, mais une exposition dramatique pour alimenter la fascination de l'Europe pour les récits de la sauvagerie médiévale. Et pourtant, la légende a persisté. Plus les gens doutaient de sa vérité historique, plus l'histoire devenait puissante. Écrivains, poètes et même philosophes ont utilisé la Vierge de fer comme symbole de la barbarie humaine. Elle est devenue l'emblème de la cruauté d'une époque souvent plus mémorisée pour sa violence que pour sa foi ou son art. Il n'était plus important de savoir si la Vierge de fer avait réellement fait des victimes à Nuremberg ou ailleurs. Ce qui importait, c'était la peur qu'elle inspirait. Dans les mythes qui se sont développés autour d'elle, la Vierge de fer n'était pas seulement un outil d'exécution, c'était une scène. Les victimes étaient dites être condamnées devant une foule moqueuse, poussées à l'intérieur, leur corps percé mais non détruit, leurs cris résonnant à travers la coque creuse. La mort lente, le spectacle de l'agonie et l'horreur de voir un cercueil transformé en chambre de torture étaient bien plus efficaces qu'une simple épée ou une corde. C'était la peur transformée en arme, un rappel que défier l'autorité vous coûterait non seulement votre vie, mais aussi votre dignité, vos derniers instants et même votre corps lui-même. Certains chuchotaient que des hérétiques religieux étaient placés dans des vierges de fer, punis non seulement par la mort, mais par la moquerie d'être étreints par un faux saint peint sur sa surface. D'autres disaient que des voleurs, des meurtriers et des traîtres trouvaient leur fin dans ces mâchoires, leur reste laissé comme un avertissement à tous. Les histoires devenaient plus sombres, plus riches et plus sanglantes à chaque récit. Et alors que l'Europe entrait dans l'âge des Lumières, quand des érudits aimaient dépeindre le Moyen-Âge comme une époque d'ignorance et de brutalité, la Vierge de fer devint le symbole parfait, la preuve, pensait-il, de la distance que l'humanité avait parcourue depuis la supposée barbarie de son passé. Mais la vérité est plus complexe et plus troublante. Même si la Vierge de fer telle que nous l'imaginons aujourd'hui a pu être exagérée, la cruauté qu'elle représentait était bien réelle. La justice médiévale
n'était pas miséricordieuse. Des chambres de torture existaient. Des victimes étaient brisées sur des roues, brûlées vives, noyées ou pendues pour les plus petits crimes. La Vierge de Fer a pu être le symbole le plus sombre de ces châtiments. Un mythe né de la soufre. France réelle et de la cruauté réelle, aiguisée et amplifiée par des siècles de peur. Ainsi, l'origine de la Vierge de Fer se situe quelque part entre le fait et la légende. Peut-être n'a-t-elle jamais été réellement utilisée sur les places médiévales comme tant l'ont cru. Peut-être fut-elle une invention des siècles suivants, une reconstruction théâtrale conçue pour horrifier les visiteurs de musées et confirmer les préjugés sur les âges sombres. Mais mythe ou non, son histoire reflète quelque chose d'indéniable. L'obsession de l'humanité pour la peur, pour le contrôle et pour le spectacle de la douleur. Le cercueil des cauchemars est peut-être né de l'imagination. Pourtant, la terreur qu'il représente est bien trop réelle. La Vierge de Fer était plus qu'un simple objet d'acier. C'était du théâtre, du rituel et de la terreur combinés en une seule machine effroyable. Imaginez le moment où un homme ou une femme accusée était traîné dans les rues, entouré de soldats dont l'armure cliquetait à chaque pas. La foule suivait, murmurant, chuchotant, certains avec excitation, d'autres avec effroi. Tous les regards se tournaient vers la place où se dressait l'appareil. Au premier coup d'œil, il ressemblait à un cercueil, grand et de forme humaine, son extérieur parfois peint de visages de saints ou de masques grimaçants, comme pour ajouter une dernière couche de moquerie. Pour le public, ce n'était pas seulement un châtiment, c'était un spectacle mémorable. Les bourreaux étaient des hommes endurcis par la violence, leurs visages illisibles, leurs mouvements exercés. Ils ouvrirent les grandes portes de fer, et le bruit résonna sur la place comme une cloche d'église devenue folle. Ce qui se trouvait à l'intérieur glaça le cœur de chaque spectateur. Des rangées de pointes, polies et brillantes à la lumière des torches, attendaient comme les crocs d'une grande bête. Chacune était placée avec une cruauté délibérée, pas trop rapprochée pour tuer instantanément, pas trop éloignée pour épargner la victime, mais juste aux bonnes positions. Les épaules, les bras, les cuisses, les côtés de la poitrine, de sorte que lorsque les portes se refermaient, les pointes transperçaient la chair profondément, mais évitaient le cœur et les organes vitaux. Le résultat était une mort lente et atroce. Le condamné tremblait, implorant parfois pitié, parfois silencieux de terreur. Mais la pitié ne faisait jamais partie du spectacle. 2 ou 3 gardes saisissaient la victime, la traînant en avant, tandis que la foule se pressait. Des mères couvraient les yeux de leurs enfants, mais d'autres se penchaient, avides de voir l'horreur. Pour eux, c'était la justice. Une justice rendue visible, une justice rendue inoubliable. D'une poussée, la victime fut projetée dans la chambre creuse. Le fer était froid contre son dos, les pointes mordant avant même que les portes ne bougent. Les bourreaux claquèrent les portes d'une poussée brutale, et le fracas résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Les pointes s'enfoncèrent profondément dans la chair. Le sang s'échappait des perforations, coulant le long des jambes, s'imprégnant dans le sol en dessous. Mais la victime ne mourut pas. Pas encore. C'était le but. À l'intérieur de la Vierge de Fer, il y avait peu d'espace pour respirer, peu d'espace pour bouger. Chaque spasme pressait la chair plus fort si, entre les pointes, chaque halètement élargissait les plaies. Certaines légendes affirment que les pointes étaient même placées si soigneusement qu'elles perçaient les yeux, l'estomac ou les pieds, assurant une agonie maximale tout en prolongeant la vie. Les cris de l'intérieur étaient étouffés, piégés dans la coque creuse, mais ils s'échappaient tout de même, portés par les fissures jusqu'aux oreilles de la foule à l'extérieur. L'horreur du moment n'était pas seulement pour la victime, elle était aussi pour le public, pour leur rappeler le prix de la désobéissance.
Alors que les minutes se transformaient en heures, la souffrance continuait. Le condamné pouvait s'effondrer, mais même tomber était un tourment. Les pointes empêchaient tout soulagement, maintenant le corps droit dans sa prison de douleur. Certains récits affirmaient que les victimes pouvaient survivre une journée, voire plus, jusqu'à ce que la perte de sang, le choc ou l'épuisement mettent enfin fin au cauchemar. Pour les bourreaux, ce n'était pas du gaspillage. C'était efficace. Chaque cri, chaque gémissement faisait partie du théâtre du châtiment. L'image de ce processus devint légendaire. Dans certains récits, les victimes étaient retirées après la mort, leur corps criblé de plaies par perforation, une vision macabre laissée en guise d'avertissement. Dans d'autres, la Vierge de fer était censée rester en place comme un monument permanent de la peur, attendant la prochaine âme à être dévorée par ses mâchoires. Les historiens d'aujourd'hui doutent de nombreux de ces récits, mais les descriptions perdurent car elles révèlent quelque chose de plus profond sur la psychologie humaine. Les gens du Moyen-Âge croyaient que le châtiment ne concernait pas seulement le crime d'une personne. Il s'agissait de renforcer l'autorité, de terrifier les masses pour qu'elles obéissent et de satisfaire une soif de spire. Spectacle. La Vierge de fer, qu'elle soit réelle ou mythifiée, en était l'expression parfaite. Elle transformait la mort en performance, la cruauté en rituel. Imaginez être un témoin oculaire. L'odeur du sang dans l'air, le silence feutré d'une foule écoutant des cris étouffés, la lumière des torches vacillant sur la surface de fer, projetant de sombres ombres sur la place. Vous ne l'oublieriez jamais. Ce souvenir resterait avec vous, et à votre retour chez vous, vous raconteriez aux autres ce que vous aviez vu. À quoi ressemblait la justice en fer? La peur se répandrait plus vite que n'importe quel décret, car l'image d'un homme ou d'une femme mourant lentement dans un cercueil de pointe était plus puissante que les mots. Ainsi, la Vierge de fer devint non seulement un dispositif, mais une histoire, une légende transmise de génération en génération. Que chaque détail fût vrai ou non importait moins que la peur qu'elle générait. C'était le genre de récit que les parents chuchotaient pour garder leurs enfants obéissants, et que les souverains utilisaient pour rappeler à leur sujet les conséquences de la rébellion. Les descriptions de témoins oculaires, qu'elles soient factuelles ou embellies, ont assuré la pérennité de la Vierge de fer dans l'imagination du monde. La voir en action, c'était assister à une cruauté élevée au rang d'art. Un art conçu non pas pour tuer rapidement, mais pour démontrer le contrôle de la manière la plus terrifiante possible. Pendant des siècles, la Vierge de fer a tenu à la lisière de l'histoire, en équilibre entre vérité et mythe. Érudits, historiens et collectionneurs ont débattu sans fin pour savoir s'il s'agissait d'un véritable instrument de torture ou d'une terrifiante fabrication construite des siècles plus tard pour exagérer la cruauté des soi-disant âges sombres. Le débat commence à Nuremberg, où, au XVIIIe siècle, une « Vierge de fer » fut exposée dans un musée et décrite dans des livres comme un authentique dispositif d'exécution médiévale. Les visiteurs contemplaient ces terribles pointées et sa forme de cercueil, et l'histoire se répandit rapidement à travers l'Europe. Les écrivains la qualifièrent de symbole même de la sauvagerie médiévale. Mais lorsque les historiens creusèrent plus profondément, des doutes émergèrent. Aucun registre juridique médiéval des XIIIe ou XIVe siècles ne mentionne l'utilisation de la Vierge de fer lors de procès ou d'exécutions. Les chroniques de torture décrivaient des chevalets, des roues, des fouets et le feu, mais jamais un cercueil à pointe. Les premières références apparurent bien plus tard, au XVIe siècle et au-delà, lorsque la curiosité pour la cruauté médiévale s'éveillait. Certains pensent que le musée de Nuremberg a pu prendre un sarcophage de fer ordinaire et le modifier avec des pointes, créant une exposition dramatique qui correspondait à l'appétit croissant du public pour l'horreur. En d'autres termes, il pourrait s'agir moins d'un instrument d'exécution que d'un accessoire, conçu pour choquer. Cela n'aurait pas été inhabituel.
Les XVIIe et XVIIIe siècles ont vu une vague de fascination pour la brutalité du Moyen Âge. Les penseurs des Lumières aimaient contraster leur ère de raison moderne avec un passé qu'ils peignaient comme ignorant et barbare. La Vierge de Fer, authentique ou non, correspondait parfaitement à ce récit. Elle devint un symbole qu'ils pouvaient pointer du doigt, un avertissement de la cruauté des humains d'autrefois, et à quel point ils étaient censés être devenus plus éclairés. Qu'elle ait jamais été utilisée en réalité devint presque sans importance. L'histoire elle-même portait le poids de la vérité. Néanmoins, il existe des affirmations selon lesquelles des dispositifs similaires à la Vierge de Fer auraient existé plus tôt. Certains chroniqueurs du XVIe siècle ont écrit sur des prisonniers enfermés dans des cercueils à pointe. D'autres décrivaient des engins de fer dans lesquels les victimes étaient transpercées mais pas tuées sur le champ. S'agissait-il de véritables récits de torture ou d'exagérations nées de la rumeur et de la peur? Les historiens restent divisés. Beaucoup soutiennent que si de tels dispositifs existaient, ils étaient rares et exceptionnels, et non des outils de justice courants. D'autres disent qu'ils n'ont jamais été pratiques du tout, plus de la fantaisie que de la réalité, des cauchemars construits sous forme physique pour l'exposition plutôt que pour une utilisation réelle. Au cours du XIXe siècle, la légende s'amplifia encore. La Vierge de Fer apparut dans la littérature, dans des récits scabreux de cruauté médiévale. Les écrivains romantiques, fascinés par le gothique et le grotesque, l'inclurent dans des romans et des essais. Peintres et illustrateurs la représentèrent avec des détails glaçants, toujours avec une victime piégée à l'intérieur, des pointes perçant la chair, les yeux écarquillés de terreur. Les Victoriens en particulier étaient obsédés par le macabre. Ils remplirent les musées d'instruments de torture, réels et reconstruits, et la Vierge de Fer devint la pièce maîtresse de nombreuses collections. Les visiteurs s'y pressaient, imaginant les cris des condamnés. Certains croyaient même pouvoir encore entendre les échos dans sa coquille creuse. Pourtant, plus l'histoire se répandait, plus les questions surgissaient. Un tel dispositif aurait-il pu réellement fonctionner comme décrit? Les pointes ne tueraient-elles pas la victime trop rapidement, annulant le but de la torture prolongée? Ou étaient-elles soigneusement agencées pour prolonger la souffrance sans causer une mort rapide? Ingénieurs et historiens expérimentèrent des reconstructions, et certains conclurent que c'était possible. D'autres restèrent sceptiques, soulignant le manque de preuves cohérentes. Ce qui était certain, cependant, c'est qu'au XIXe siècle, la Vierge de Fer était devenue une icône culturelle, qu'elle ait été réelle ou non. Certains chercheurs soutiennent que le pouvoir de la Vierge de Fer ne réside pas dans son existence, mais dans ce qu'elle représente. Elle incarne la fascination humaine pour la cruauté, la tendance à imaginer le châtiment comme un spectacle, et la manière dont la peur peut être militarisée. Elle montre également comment l'histoire elle-même peut être façonnée ou déformée par les histoires que les gens veulent croire. Pour les penseurs des Lumières, la Vierge de Fer était la preuve de la barbarie médiévale. Pour les Victoriens, c'était un rappel saisissant du côté obscur de l'humanité. Pour les publics modernes, elle reste une image glaçante de torture, souvent répétée dans les livres, les films et les documentaires. Et même si la Vierge de Fer n'a peut-être jamais trôné dans chaque donjon médiéval, son esprit y était certainement. Les véritables châtiments du Moyen-Âge étaient déjà assez brutaux, des hommes brisés sur des roues, des femmes brûlées comme sorcières, des voleurs pendus pour des bagatelles. La Vierge de Fer a simplement magnifié cette réalité en quelque chose d'encore plus monstrueux, une légende qui a capturé toutes les peurs d'une époque et les a concentrées en une seule image terrifiante. En fin de compte, qu'elle a été réellement utilisée importe peu. La Vierge de Fer est devenue plus grande que le fait. Elle est devenue un mythe, et le mythe pèse souvent plus lourd que la réalité. Les mythes persistent dans l'imagination, façonnent la culture et hantent la mémoire longtemps après que les faits soient oubliés. La Vierge de Fer est donc à la fois réelle et irréelle,
pas nécessairement forgée par des forgerons médiévaux, mais certainement forgée par des siècles d'imagination humaine. Elle perdure parce qu'elle nous dit quelque chose sur nous-mêmes, sur notre soif d'histoire de cruauté, sur la façon dont nous façonnons le passé en quelque chose de plus sombre pour donner un sens à notre propre époque, et sur la façon dont, même si le fer et les pointes ne se sont jamais vraiment refermés sur un corps vivant, la pensée de cela, la pure terreur de cette possibilité, a suffi à marquer l'histoire pour toujours. La Vierge de Fer a peut-être ou non coûté des vies dans les donjons de l'Europe médiévale, mais sa légende a perduré pendant des siècles. Qu'elle ait été forgée par des bourreaux ou par l'imagination des historiens, elle est devenue un symbole qui survit aux faits, un rappel de la facilité avec laquelle la peur peut être façonnée en fer et de la façon dont la cruauté humaine cherche souvent non seulement à punir, mais à terrifier. Lorsque nous regardons sa forme de cercueil, nous ne voyons pas seulement des pointes et de l'acier. Nous voyons le reflet des pulsions les plus sombres de l'humanité. Le désir de contrôler par la douleur, la soif de spectacle et la créativité glaçante avec laquelle la souffrance peut être infligée. Cela nous en dit moins sur le Moyen-Âge, peut-être, et plus sur nous-mêmes, sur notre obsession pour les histoires d'horreur et la fascination trouble que nous avons pour la cruauté déguisée en justice. En fin de compte, la Vierge de Fer se dresse comme un paradoxe. Un mythe peut-être, mais suffisamment puissant pour façonner des siècles de pensée. Elle n'a peut-être jamais étreint de victime. Pourtant, son image a étreint notre imagination, refusant de nous lâcher. Aujourd'hui encore, lorsque nous entendons son nom, nous frissonnons, non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais à cause de ce qu'elle représente. La possibilité qu'une telle cruauté puisse exister, que des gens puissent concevoir une étreinte non pas de confort mais d'agonie. Cette peur persiste, et c'est pourquoi l'histoire de la Vierge de Fer nous hante toujours. Ainsi, en laissant cette histoire derrière vous, souvenez-vous. L'histoire ne concerne pas seulement ce qui s'est passé, mais aussi les récits que nous choisissons de raconter, et les avertissements que ces récits portent. La Vierge de Fer est peut-être une légende, mais c'est une légende née d'une véritable obscurité, un miroir du tourment qui marchait autrefois main dans la main avec le pouvoir. Et si vous souhaitez descendre encore plus profondément dans ces échos glaçants du passé, assurez-vous de vous abonner. Car ceci n'est qu'un chapitre du long et cruel livre de l'histoire humaine, et il reste encore de nombreuses pages à tourner.